Bienvenue sur SportMag, bienvenue surtout au Salon des Mers 2021 où nous avons installé un stand et un joli plateau pour pouvoir discuter avec tous les acteurs du sport. Parce que sur SportMag, on est convaincu que les acteurs du sport peuvent bonifier justement la situation de nos territoires, permettre le développement, en tout cas dans le bon sens, de ce pays. Et le meilleur exemple, il est en face de moi, il s'appelle Stéphane Demis, c'est le nouveau président bien sûr de la Fédération française de judo. Vous êtes arrivé, bonjour président déjà. Bonjour Emmanuel. Je suis très heureux de vous avoir avec nous parce que vous êtes l'un des exemples en tout cas qui montre que le sport peut bonifier des vies, peut changer des vies, peut permettre justement d'aller chercher de nouveaux horizons. Je vous propose de s'intéresser à votre parcours avant de parler bien sûr des grands projets de la Fédération française de judo. Vous avez grandi dans un quartier à Grigny. Vous étiez un gamin, paraît-il, difficile. Les études, ce n'était pas votre fort. Et puis un jour, vous avez croisé la route justement de cette discipline, le judo, qui vous a véritablement cadré. Exactement, moi on peut dire que le judo ça a changé ma vie, on peut le dire comme ça. Je suis un enfant des quartiers difficiles et dans les quartiers il y a des enfants qui sont plus calmes et il y en a plus turbulents. Et moi je faisais partie des turbulents, donc j'ai croisé le judo avec bonheur puisque ça a tout de suite marché, j'ai tout de suite accroché le judo et jusqu'à aujourd'hui le judo c'est ma vie, quoi. Racontez-nous la première fois que vous avez pratiqué justement le judo. Qu'est-ce que vous avez aimé? Comment vous êtes fait aspirer? Et comment surtout vous êtes arrivé à rentrer dans un dojo? Moi j'ai aimé le kimono. Ouais. Je suis arrivé, j'ai aimé le kimono, avoir cette tenue. Ça faisait un peu ninja, ça faisait différent des autres copains qui allaient jouer au foot, qui avaient un truc. Moi j'avais le kimono, ça m'a plu. Après quand j'ai vu le prof, lui il avait une ceinture noire. Wow. C'était le respect et tout. Je m'en souviens, j'ai des frissons, je te le dis, j'ai des frissons. Il y avait longtemps que je n'avais pas pensé à cette image, mais voilà, c'était incroyable. Non, ça c'était ma première fois et j'ai tout de suite accroché. Derrière, vous allez faire un beau parcours parce que vous allez être pensionnaire de l'INSEP, vous allez intégrer l'équipe de France, vous faites même 3e au Paris Grand Slam. Là, à ce moment-là, ça déroule, quoi. Ouais, après, j'ai tout de suite, alors comme dans les études, vous le disiez tout à l'heure, ça ne marchait pas. J'ai tout de suite accroché un autre wagon, le sport de haut niveau. Ça s'est plutôt bien déroulé, je suis resté 10 ans à l'INSEP et j'ai fait des bons résultats. J'ai fait des médailles un peu partout dans le monde. Par contre, j'étais numéro 2 dans une catégorie où il y avait un gars qui était champion olympique, qui s'appelle Jamel Bourras. Mais ça m'a boosté pour en faire toujours plus. Et vraiment, le jour où j'ai fait cette médaille à Paris, c'était un peu l'aboutissement. J'étais très content, c'est le plus grand tournoi du monde. Tu bats les meilleurs mondiaux, des médailles olympiques, des champions olympiques, tu vois. Ouais, c'était vraiment le bonheur absolu pour moi ce jour-là. Comment vous expliquez justement que de cet élève turbulent, qui n'aimait pas forcément l'école, que l'école n'aimait peut-être pas non plus, eh bien vous êtes arrivé justement à ce modèle sportif, à cette réussite sportive? C'est quoi? C'est uniquement ce que l'on connaît du judo, c'est-à-dire le code d'honneur et la morale, ou il y a eu d'autres éléments déclencheurs? Qu'est-ce que ça a créé en vous, on va dire, la pratique du judo? Déjà le respect. Le respect, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Moi, d'une cité où, tu vois, c'est plutôt, tu t'insultes plutôt, tu fais, voilà. Le respect, c'est juste incroyable. C'est quelque chose que tu apprends au judo très vite. Et les valeurs éducatives de judo, ça te permet d'autres choses. Alors c'est sûr que c'est pas pareil que l'école, mais ça t'emmène d'autres choses, d'autres qualités que tu vas avoir et que tu vas pouvoir utiliser toute ta vie. Et ben ça, j'ai tout de suite accroché. Et le point fort, c'est qu'on était 5 copains. On était inséparables. 5, 6, après 10 copains, on était inséparables. À preuve qu'aujourd'hui, j'ai toujours 10 copains, c'est toujours les mêmes. Et ça voilà, ça n'a pas bougé. Ça n'a jamais bougé. On a tous eu des parcours différents, mais des beaux parcours. Vraiment, moi j'ai des copains qui ont des beaux parcours, soit dans le BTP, soit dans l'innovation chez EDF. Mais c'est des gens qui ont réussi quand même leur vie. Et vraiment, je trouve que ça nous a formé le judo, ça a créé un lien entre nous à vie, quoi. Et vous avez réussi aussi juste après parce que vous faites une reconversion dans le secteur informatique. Aujourd'hui, vous êtes quand même patron et dirigeant d'entreprise, 600 salariés dispatchés dans le monde entier. Il y en a en Russie, il y en a aux États-Unis, il y en a en France, il y en a dans d'autres pays que je n'ai pas cités. Et vous avez l'idée ou l'envie, et vous allez nous expliquer comment c'est arrivé, de revenir au judo, d'aider le judo, de rendre au judo ce qu'il vous a apporté quelque part.
Bah déjà, même quand j'ai créé la boîte, j'ai déjà vendu. Parce que j'ai créé ma boîte, je l'ai appelée Hippon. Alors, c'est peut-être parce que je n'étais pas un génie. Mais par contre, voilà. Et derrière, c'est vrai que j'ai eu une belle réussite. La clé de la réussite, je le dis souvent aux jeunes entrepreneurs, c'est s'entourer. Il faut vraiment s'entourer correctement, il faut s'entourer des meilleurs. Moi, j'essaye de m'entourer de gens toujours plus intelligents que moi, des gens qui ont fait des études. J'essaye de combler toutes les carences que j'ai en apportant du sang neuf et des gens qui ont ces qualités que je n'ai pas. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les qualités. Mais il ne faut pas avoir peur de s'entourer de gens même plus brillants que vous pour monter votre société et qu'elle aille le plus haut possible. Et donc voilà, une fois que j'ai créé la société, j'ai tout de suite eu envie de redonner au monde du sport et du judo notamment. J'ai d'abord été président d'un club qui s'appelle Flamme 91, club où moi-même j'étais adhérent. Et j'ai fait 8 ans extraordinaires dans ce club où j'ai accompagné des sportifs de haut niveau jusqu'aux Jeux Olympiques. Ils ont perdu, donc j'ai pleuré. J'ai continué à les aider. Et après, il y a eu le Covid. Ça, c'était un vrai rôle de mécène en fait que vous aviez à ce moment-là. Oui, à cette époque-là, j'étais vraiment mécène du judo français. Le Covid, c'est un déclencheur pour vous parce que c'est là que vous décidez de rentrer en campagne. Vous vous dites, je vais prendre la présidence de la Fédération française de judo, où il y avait un président qui était présent depuis très longtemps, où on avait l'impression qu'il était complètement inamovible. Comment vous êtes venu cette idée? Et j'imagine qu'au début, on a dû vous prendre pour un fou. Alors, oui, en plein Covid, moi c'est pas que je m'ennuyais, mais tu étais chez toi, tu faisais moins de travail que les autres, voilà, tu avais le temps de faire plein de choses, de regarder les réseaux sociaux, et voilà. Et quand j'ai vu une interview de Jean-Luc Rouget, je me suis dit, là, c'est trop tard, là, il faut bouger, c'est plus possible aujourd'hui de faire des interviews comme ça en étant le judo. On doit se remobiliser, et je suis allé voir des amis, une équipe, j'ai demandé conseil, et ils m'ont dit, allez, on te suit Stéphane. Et on a monté une équipe de jeunes incroyables, de tout univers différent, même des gens qui étaient un peu mes ennemis. Quand je suis allé chercher un gars comme Demo Faucon, qui était champion du monde dans ma catégorie, on ne s'était pas parlé pendant 20 ans, et j'ai été le chercher, je lui ai dit, hey, tu viens faire la route avec moi, allez viens, je t'accompagne direct, il m'a dit oui. Et on est parti en campagne, et même si on nous donnait que 5% au début, on est arrivé à 60%. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à ce moment-là? C'est la peur du déclin, la peur que le judo décline justement en France, alors que c'est un sport, on l'a vu encore à Tokyo, qui nous a rapporté le plus de médailles, il est présent dans nos écoles, il est présent au cœur du système français même. Oui, il y avait beaucoup de problématiques dans le judo, les gens ne s'en rendaient pas forcément compte. Il y avait beaucoup de problématiques pour les clubs de haut niveau par exemple, mais aussi pour les petits clubs. Il n'y avait plus de lien entre la fédération qui était la Tour d'Ivoire à Paris et le reste du territoire et le reste des judokas. Il n'y avait plus ce lien-là, il n'existait plus. En étant président d'un club, je le voyais bien, et je me suis dit, ça c'est plus possible. C'est pas ce que notre fondateur avait voulu pour le judo, Jigoro Kano, et lui il veut du lien, il veut de l'amour, il veut de la bienveillance entre les judokas. Et sa devise, ça reste entraide et prospérité mutuelle. Donc c'est tous ensemble. Et là, c'était plus le cas, et moi c'est ce que je voulais rapporter en devenant président de la Fédération française. Pour préparer cette interview, je me suis permis d'appeler quelques-uns et quelques-unes de vos collaborateurs et collaboratrices au sein de la Fédération française de judo. Tous sont unanimes pour dire que déjà, pendant la campagne, vous avez renversé des montagnes en allant partout, en allant sur le terrain, ce qui n'était plus vraiment le cas, paraît-il, avec l'équipe précédente. Et tout le monde est assez épaté par la force de travail que vous représentez et surtout que vous mettez en action. Et il y a un projet qui vous tient à cœur, je crois le projet le plus important en tout cas de ce mandat, c'est les 1000 dojos. Avant d'expliquer en quoi ça consiste, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et ce projet est passionnant et très intéressant, et il est tout à fait dans la thématique justement de comment le sport peut bonifier, on va dire, nos territoires et apporter, on va dire, des valeurs, inculquer aussi quelque part une valeur très importante dont on va beaucoup parler pour les présidentielles, c'est-à-dire du vivre ensemble. Et expliquez-nous comment vous avez remué ciel et terre, parce que Emmanuel Macron, vous ne l'avez pas lâché. La ministre des Sports, Roxana Meracineanu, vous ne l'avez pas lâché. Hervé Morin, par exemple, qui notamment elle est à la région Normandie, qui va ouvrir 30 dojos en Normandie, vous ne les avez pas lâchés. Racontez-nous un petit peu tout ce travail de fourmi que vous avez mis en place. En fait, quand vous voulez réussir dans l'entreprise, dans le judo, partout, moi je crois qu'il n'y a pas
Le talent, c'est pas ça. Il ne faut pas être talentueux, il faut être travailleur. Si tu travailles, tu t'entoures bien, tu fais le bon discours, tu fais la bonne plaquette, et après tu y vas, tu lâches rien. Il faut avoir quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est bien monté, bien fait, et après tu peux renverser les montagnes. Mais c'est que le travail qui permet ça. Si moi c'est vrai, les gens ils sont estomaqués parce que je suis allé au plus haut, mais en commençant en bas. Tu sais, quand j'ai démarré ma société, pour avoir mon premier contrat, j'ai commencé par ma mère qui était femme de ménage. Je lui ai demandé de me présenter la femme de ménage du service informatique. Et après, j'ai remonté les étapes. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais faire un projet, le projet 1000 Dojo. C'est un beau projet, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est même le projet de ma vie. Voilà. Et derrière, je me suis dit, faut y aller, il faut aller à fond. Et pour aller à fond, il faut que tout le monde suive mon chemin, il faut que tout le monde adhère à mon projet. Et donc là, j'ai contacté une fois, 2 fois, par mail, par SMS. J'ai lâché personne. J'ai demandé une première fois au président, au conseiller, à son conseiller, 1 fois, 2 fois, 5 fois, jusqu'à temps que je le vois, que je lui en parle. Et vraiment, il a été un peu bluffé par notre projet. Il a vu qu'on était débrouillards. Parce qu'on n'est pas là pour demander de l'argent. On est là, le monde il a changé. Tu ne peux pas demander que de l'argent. Tu dois apporter des nouvelles solutions complètes. Et nous, c'est ce qu'il a aimé, c'est qu'on lui a apporté une solution complète sur toutes les problématiques pour développer le sport et développer nos territoires et nos quartiers. Et c'est ça qu'il a aimé, je pense. Paraît-il qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron vous croise, avant de vous dire bonjour, il vous dit les 1000 Dojo. Exactement. Et un jour, il a appelé pendant les Jeux Olympiques. Il appelle pendant les Jeux Olympiques et pour féliciter l'équipe de France, il appelle sur mon téléphone, je lui donne l'équipe de France, il part. Et à la fin, je le regarde, je fais « Monsieur le Président, il ne faut pas oublier, les 1000 Dojo ». Il me regarde, il m'a dit « Vous aurez vos 1000 Dojo ». C'était magnifique, c'était vraiment magnifique. Alors, les 1000 Dojo, vous l'avez dit, c'est le projet de votre mandat, c'est le projet de votre vie. Expliquez-nous en quoi ça consiste. 1000 Dojo qui vont être construits d'ici 2024, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. À travers toute la France. Comment on identifie justement les territoires où vont être construits ces 1000 Dojo et qu'est-ce qu'on va proposer dans ces dojos? Parce que je crois qu'il n'y a pas qu'une notion sportive, il y a une notion bien évidemment de solidarité aussi également et d'ouverture sur les quartiers. Et c'est la première notion d'ailleurs, c'est l'ouverture sur les quartiers, apporter de l'énergie dans les quartiers, apporter du dynamisme, du sport, des animations et pas que d'ailleurs. Et ça c'était le constat de départ. Moi j'en viens des quartiers donc je sais que c'est difficile. En fait, il y a 2 fois moins de licenciés dans les quartiers que dans les zones normales. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et si eux, ils ne venaient pas au judo, le judo doit aller à eux. Donc je me suis dit comment on va créer des dojos dans les quartiers. Et pour ça, on a contacté les bailleurs sociaux. Ils ont des locaux inoccupés parce que pas d'entretien, parce qu'ils ont été brûlés, parce que voilà, pour plein de raisons. Et je leur ai demandé, voilà, est-ce que vous nous les mettrez à disposition gratuitement? Et nous, on anime, on crée un club de judo, on fait du judo pour les enfants, on fait du jujitsu ou jujibé pour les ados, mais on fait aussi du taïso, de la gym douce pour nos mamans et nos papas des quartiers. En fait, on peut animer dans un dojo toute la population du quartier, mais vraiment de A à Z. Ensuite, ce qu'on fait dans chacun des dojos, on amène des ordinateurs parce qu'on doit aussi soutenir, on fait du soutien scolaire pour nos enfants. C'est hyper important pour moi. Et j'avais commencé par le Covid d'abord, à donner des ordinateurs dans les quartiers parce qu'il y a beaucoup de quartiers où les parents n'ont pas d'ordinateur. Donc je pense que ça c'est important pour nos quartiers. Et une fois qu'on a fait ça, on a créé une charte pour ces 1000 dojos où les associations qui seront dans ces dojos devront minimum 1 fois par mois faire sortir les enfants du quartier. Parce que ça aussi c'est important. Il faut les emmener à la Tour Eiffel, au Louvre, voir un match de tennis, un match de rugby, de foot. Il faut les emmener, les faire sortir pour leur faire découvrir d'autres choses que leur quartier. Parce que bien souvent ils connaissent que leur quartier. Et ça c'est dommage. On doit leur faire
découvrir l'ensemble du territoire. Exactement. Et ce qui est très intéressant, et même on dépasse complètement le cadre du judo, qui a des valeurs, on l'a dit tout à l'heure avec le code d'honneur, le code moral bien sûr, qui a des valeurs éducatives, qui élèvent des hommes, hein, très clairement, en plus ça sauve des vies, et ça change des vies, vous en êtes bien évidemment l'exemple. Il y a une notion de réhabiliter les quartiers, refaire vivre aussi ces quartiers-là, parce que ça va être des lieux de vie désormais ces dojos. Et exactement, mon dojo c'est un lieu de vie dans le quartier, et un lieu de vie sympa, rigolo, où on vient avec envie. Contrairement, des fois, ils ne vont pas avec envie à l'école, mais là, ils vont venir avec envie au dojo. Et ça, c'est un point positif. Le premier dojo. Alors, j'ai retrouvé une phrase, pardon, excusez-moi, avant de parler de ce premier dojo, une phrase qui était l'œuvre de Stéphane Traîneau, le champion du monde de 1991, qui disait il n'y a pas une ville où il n'y a pas un dojo. Désormais, avec ces 1000 dojos, il n'y aura pas une ville avec 2 dojos, dans ces cas-là, ou un quartier sans dojo. Exactement. L'objectif, c'est de mettre des dojos dans tous les quartiers. Ça, c'est mon objectif. C'est vrai que dans les quartiers, on parle beaucoup de foot, comme ascenseur social ou comme possibilité porte de sortie. C'est vrai que c'est important que le judo retrouve et occupe cette place, on va dire qu'aujourd'hui le foot occupe. Exactement. Nous on ne veut pas leur offrir une place de champion. On veut leur offrir une place d'homme. Et c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'avec nos valeurs, ce qu'ils vont apprendre dans le judo, ils vont pouvoir s'insérer, avoir des meilleurs emplois. Ils vont apprendre beaucoup de choses grâce au judo. Et ça, c'est une grosse différence. Le premier dojo à Nanterre. À Nanterre, c'est mercredi prochain. Mercredi prochain, 3 mois. Pour créer un dojo, il faut 3 mois. C'est hyper rapide, efficace. Parce qu'on a des équipes, on a une équipe, team équipement à la fédération qui est hyper efficace et qui connaît bien le terrain. Premier dojo à Nanterre, inauguré par, j'espère, Madame la Ministre, Roxana, et c'est parti quoi. Eh bien, écoutez, en tout cas, voilà un projet absolument magnifique, un projet qui, je le rappelle, est tout à fait dans les codes de la politique aujourd'hui voulue par le gouvernement, notamment de Jean Castex, et promu par Roxana Maracineanu, c'est-à-dire que c'est inclusif, on parle de vie de quartier, il y a vraiment toutes les notions, en tout cas aujourd'hui, qui sont défendues par ce gouvernement. Ah non, mais je suis super content et je remercie le président de la République de nous avoir fait confiance et Roxana de m'apporter tout son soutien pour faire connaître le dispositif, parce que je pense que c'est un projet d'aujourd'hui. Et de demain en plus. Et oui, parce que ça peut aussi permettre de faire découvrir cette discipline juste d'un point de vue sportif et performance à de nouveaux pratiquants et pourquoi pas de nouveaux champions bien sûr qui viendront nous faire rêver. Bien sûr, et on n'est pas sectaire, hein. C'est-à-dire que dans chacun des dojos, on mettra de la danse ou de la boxe, ou on ira voir nos confrères des fédérations pour mettre d'autres sports, le breakdance, tout ce qu'on peut mettre dans un dojo, quoi. Vous avez parlé, j'ai parlé et de manière un petit peu rapide des Jeux Olympiques. Paris 2024, ça arrive très vite, Président, ça sera dans 3 ans. Justement, on l'a dit tout à l'heure, le judo, c'est la discipline qui nous a rapporté le plus de médailles lors des JO de Tokyo. On a des emblèmes, on a des sportifs jeunes qui poussent, qui seront sans doute peut-être les têtes de gondole de Paris 2024. Il y a aussi également, vous savez, tout un travail qui a été mis en place par l'Agence nationale du sport, dirigée par Claude Onesta. La recommandation de Claude Onesta, ça a été justement de distinguer 2 postes, celui de directeur de la haute performance et celui de directeur technique national. Il a fait cette recommandation à toutes les fédérations. Vous êtes la première à l'avoir suivi en justement nommant un directeur de la haute performance. Il s'agit de Larbi El Boudaoud. Expliquez-nous, qu'est-ce que ce poste pourrait changer justement dans la structuration de la performance du judo demain? Alors moi, je suis issu du monde de l'entreprise quand même. Et donc, il y a des choses du sport qu'on peut apporter à l'entreprise, mais de l'entreprise qu'on peut apporter aussi au sport. On peut faire des parallèles assez rapides. Un dirigeant, il ne peut pas tout faire. C'est impossible. Il ne peut vraiment pas tout faire. Et moi, je pense que Claude, là-dessus, il a raison. La haute performance, ça appartient à des techniciens de haute performance. Et le développement, c'est un métier qui est complètement différent, mais à des années-lumière de la haute performance. Et donc, c'est un autre métier. Donc, une autre personne qui va diriger ce métier-là. Donc, moi, je soutiens cette idée-là. Et donc, je pense que de mettre un directeur de la haute performance qui va être le garant des bonnes pratiques au niveau national, international, mais aussi du cycle de formation de nos futurs champions, c'est le bon modèle. Et j'en suis quasi sûr. Donc moi, dès que j'ai entendu qu'il avait ce discours-là, moi j'ai foncé avec lui pour soutenir ce discours. Et vous avez pensé tout de suite à Larbi Ben Boudaoud,
qui est un exemple en tout cas. Oui, Larbi, c'est un exemple, son modèle féminin qu'il a construit et qu'il a reproduit, parce qu'avant lui, les gens l'avaient fait, il l'a reproduit, il l'a amélioré, et aujourd'hui, on a un modèle de sportif féminine qui est hors norme. Voilà, on excelle dans le judo féminin, et en lui donnant aussi le judo masculin et la haute performance, je pense qu'il a créé une nouvelle énergie qu'on a pu déceler aux Jeux de Tokyo, olympiques et paralympiques, hein, parce que les deux comptent. Et on a vu que ça a créé une étincelle supplémentaire, ça a créé une dynamique supplémentaire. C'est ce qui nous a permis de briller. Si on a fait champion olympique par équipe, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait une flamme. Voilà, il y avait une osmose entre les deux. Entre les deux corps féminins et masculins, ce qu'on n'avait plus depuis très longtemps. Et je pense que c'était vraiment un plus. Président, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup d'être venu disserter autour du judo, autour de votre vie, autour de vos projets. C'était très, très, très intéressant. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 3 ans à venir, là, pour la suite de votre mandat? 1001 dojo. Si Emmanuel Macron nous écoute, je pense qu'il ne l'oubliera pas. Merci beaucoup. Merci Président, merci de votre temps en tout cas.